Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors bienvenue dans un nouveau live du comité PA. Et aujourd'hui je suis rejoint par Goulvan. Salut Goulvan. Salut à tous. Et Renaud. Salut Renaud. Bonsoir tout le monde. L'équipe de choc, Renaud avec son chat. Et Ah, alors... c'est ça. et aujourd'hui on va faire un... Donc on va, si vous êtes là en live, vous le savez certainement, mais donc on va parler d'un nouvel article qui a été publié depuis quelques mois déjà dans la revue Scepticisme scientifique, donc je le rappelle, qui est une revue à comité de lecture du comité PARA, dont nous sommes membres. Et donc nous allons parler de combattre les trompeurs et tromper les combattants, qui est un article d'un chercheur allemand qui s'appelle Heller Voss. Alors, avant de démarrer, on voulait juste signaler que on vient de publier aujourd'hui un nouvel article. Celui dont on va parler, c'est une traduction, donc c'est pour ça que l'auteur n'est pas avec nous, parce que, comme je l'ai dit, l'auteur est allemand. Mais par contre, on vient de publier un nouvel article aujourd'hui même de cryptozoologie qui s'appelle Gévaudan, des stats et des loups, qui a été écrit par Julien Benoît, qui est chercheur à l'université à Johannesburg. Witwatersrand, je me prononcerai, oui, c'est de ce qu'on parle en Afrique du Sud. Je massacre probablement le nom de l'université, mais en tout cas, c'est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est chercheur là-bas et il a aussi la chaîne YouTube Anthrax Science, qui est une chaîne de paléontologie qui est très populaire. Voilà, donc il nous a soumis un article qui a été accepté au peer review, au comité de lecture, donc sur la bête du Gévaudan, qui est un des cryptides les plus célèbres de France. Et donc, on vous invite aussi à aller lire l'article à l'occasion sur notre site web. Et on fera certainement un live avec lui. On espère que certainement le prochain live, ça sera avec lui pour parler de son article. Mais aujourd'hui, nous allons donc parler de combattre les trompeurs et tromper les combattants, les sceptiques entre triomphe et agonie, ou la naissance du mouvement sceptique à partir de l'esprit de la magie. Et donc, c'est une traduction et... Renaud, si tu peux un peu nous en présenter le résumé ou la substance, qu'est-ce qui t'a semblé intéressant avec cet article? Oui, en fait, déjà, c'est une rencontre que j'ai dû faire, je pense que c'était en septembre 2022, avec Heller Voss, qui est un anthropologue allemand que j'avais croisé déjà un peu en ligne, mais jamais en réalité. Et j'ai trouvé que son travail était très intéressant. Il a décidé de faire son terrain sur le milieu du paranormal américain et aussi avec les applications de sceptiques, en fait, c'est-à-dire les groupes qui essayent de débunker les pseudo-médiums, pseudo-voyants américains, et qui sont eux-mêmes aussi en fait intéressants sur la façon dont ils s'organisent. Et donc Heller, c'était un travail de thèse qui me semble, il a publié tout ça dans un grand livre avec d'autres auteurs, et j'ai cherché à faire connaître un petit peu son approche, et je lui ai demandé un petit peu de m'envoyer des échantillons de ce qu'il avait publié à gauche à droite, et finalement on a trouvé que cet article, ça pouvait rendre compte un petit peu du travail qu'il avait pu fournir. Oui, Voilà déjà. enfin, son appartenance, il s'affiliait à une université allemande, mais il est allemand lui-même, alors qu'il travaille sur un terrain américain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, Mmh. du côté allemand, il connaît très bien aussi les choses, mais c'est vrai que il avait toujours, je pense, été admiratif du scepticisme américain qui a un ancrage populaire, médiatique, tout à fait différent de ce qui va être visible en Allemagne. Et bon, je pense que son niveau d'anglais lui permettait tout à fait d'aller sur ces contrées, quoi. Mmh. Et puis, grosso modo, l'article, il a fait partie d'une équipe finalement qui a essayé de piéger un médium très connu aux États-Unis. Donc, il donne un pseudo parce que c'est pas ça qui va être important. L'idée, c'est pas de nuire à sa réputation, mais d'analyser les processus de debunking dans ce contexte-là. Et donc, cette équipe va monter, grosso modo, un piège en créant des fausses identités, en allant incognito à une séance avec ce médium et vont être l'objet d'élans de médiumnité qui vont ensuite retourner contre le médium en montrant qu'ils ont tout inventé et qu'il s'est fait piéger et que le médium va lui-même retourner l'affaire contre eux en disant qu'ils savaient très bien qu'ils étaient infiltrés et que ce sont eux qui se sont fait tromper. Donc c'est un petit peu ce manège-là qu'il analyse avec beaucoup de détails, de discours, de dialogues
avec une position un peu particulière de n'être ni d'un côté ni de l'autre, mais avec cette distance, cette observation participante, mais distanciée du chercheur. Oui, donc au niveau de la méthodologie du groupe sceptique, comment il suspecte en fait le médium d'utiliser de la lecture à chaud, de la lecture chaude, en fonction de la traduction qu'on préfère. Mais donc, il pense que comme on doit s'inscrire pour venir participer à la conférence du médium et qu'en plus on doit liker sa page Facebook, bah, le médium peut facilement avoir accès à des informations et donc il crée des fausses pages Facebook, il se crée des fausses identités pour voir si le médium va leur refournir ces informations-là plutôt que les informations correctes, hein. C'est bien ça la méthodologie? Et c'est très préparé, hein, pour eux, c'est une opération qu'ils appellent piqûre d'abeille, qui a un double sens en américain, et qui va leur dire, ben voilà, générer depuis un certain temps ces fausses identités, créer du réseau social autour de ces fausses identités, payer d'une manière masquée pour pas avoir une traçabilité réelle de leur identité. Et puis, il faut aussi acheter des places dans les premiers rangs pour avoir plus de chances d'être candidat aux interactions avec le médium. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui mijote depuis plus d'un an, hein, quand ils débarquent. Et c'est une opération qui rencontre un certain succès parce qu'ils arrivent à leur fin, dans un certain sens. Oui, c'est ça. Donc, l'article lui-même, c'est vrai que donc il fait une observation participante du groupe sceptique en question, et donc il rapporte un peu ses impressions. Ouais, il y a quand même un ton critique de ce que fait le groupe sceptique, et il connecte ça avec James Randi, et donc il est aussi assez critique de James Randi. Oui, parce qu'en fait, la méthode employée, c'est du debunking, du démasquage, et c'est une technique qui vise à ternir la réputation de personnes impliquées dans un cas, une revendication paranormale. C'est vraiment s'attaquer aux gens plus que s'attaquer aux idées ou aux travaux scientifiques eux-mêmes. Et effectivement, là, c'est des gens qui, si leurs pratiques charlatanesques sont mises en évidence, ben, c'est quand même des gens qui sont très déloyaux, qui pourraient être condamnés pour ce genre de choses. Et ça, cette approche du debunking, c'est quelque chose qui a été, vraiment utilisé aux États-Unis par, James Randi, qui était lui-même magicien, pas scientifique, et qui, a été, connu par sa capacité à démasquer plusieurs personnages ou certains cas, réputés de maisons hantées ou de choses comme ça. Et ils sont eux-mêmes affiliés, si je ne me trompe pas, à la James Randi, Educational Foundation, Ouais. quelque chose comme ça. Donc cette idée d'une affiliation à la figure de James Randi, qui était encore vivant pendant que l'enquête a été faite, mais qui est décédé par la suite. Mhm, mhm. Oui, donc c'est des critiques qu'on n'a pas beaucoup tendance à entendre dans les milieux sceptiques et milieux sceptiques francophones. Peut-être qu'il y a quelques années, j'avais fait une courte vidéo lors de la mort de James Randi où j'avais abordé un peu ça. Mais c'est vrai que le statut de James Randi en tant que star de la communauté sceptique, ici on a un peu, bon, du côté des parapsychologues, évidemment, il est toujours extrêmement critiqué. Ici, on est un peu dans un entre-deux, un peu, comme tu dis, un peu plus neutre, hein. Oui, donc, enfin, oui, peut-être continuer un peu sur l'idée, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il reproche vraiment à James Randi, même si tu as déjà commencé à parler de Ça, ça? en fait, c'est vraiment pas, au cœur de l'article, c'est sur Non. la fin, en fait. Il donne quelques billes pour avoir une vision de ce que James Randi, quel personnage c'était, quelle casserole il a, qu'est-ce qu'il a imprégné. Mais c'est vrai qu'il fait une sorte d'anthropologie des sciences, en réalité, hein, en culturel d'un certain point de vue, mais plutôt anthropologie des sciences, en se demandant quelle est l'efficacité en tant que contre-expertise du debunking. Hein, moi, je Mhm. l'entends vraiment comme ça, cet article. Et du coup, on voit bien que c'est un manège où Mhm. personne n'est vraiment gagnant, et même peut-être le debunking qui prétend être débunké par le médium lui-même est neutralisé, il tombe assez à l'eau. Et c'est une pratique qui a le risque, enfin qui court le risque de toujours devoir couper la nouvelle tête de l'hydre qui va pousser par ailleurs. À chaque fois, il y a des nouvelles stars, et à chaque fois, on doit courir derrière en montrant que ce qu'ils font n'est pas juste, n'est pas à la mesure de leurs prétentions. Et c'est vrai que du coup, c'est une pratique qui s'effrite et qui s'inscrit tout en se revendiquant de la science dans une démarche qui n'est pas du tout celle de la science empirique habituelle. Ouais, c'est même quelque chose que James Randi lui disait lui-même, hein, que c'était comment les canards insubmersibles, hein, quand on démystifie, quand on débunk quelque chose,
on enfonce le canard sous l'eau et puis le canard refait toujours surface. Donc, bon, c'est vrai que ça, c'est un travail sans fin à faire. Mais je suppose, moi, je pense que enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que la critique, comme tu dis, c'est que bon, le modèle classique de la science est plutôt de faire une étude expérimentale, puis la publier dans un journal à comité de lecture, ou un autre type d'étude, quoi. Je veux dire, une étude de cas, ou une observation, voilà, tous les types de méthodologies qu'on veut, mais ici, on est plus. La méthodologie proposée par James Randi, finalement, c'est de créer plutôt un événement ou du buzz autour de quelque chose qu'on fait, quoi. On fait un coup d'esbrouf comme ça, et puis bah, ça va faire le buzz dans les médias, ça permet d'acquérir de la célébrité pour James Randi lui-même ou pour le groupe sceptique, c'est ce qui semble analyser aussi. Le groupe sceptique, bah, il va passer dans différents podcasts, etc., où ils vont dire, ben voilà, on a fait ça, avec la portée que ça a finalement. Mais c'est vrai que ça s'éloigne du modèle normal de la pratique scientifique Mais avec une publication en d'articles. fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment c'est une guerre de communication. Mhm. Et du coup, ce sont des groupes culturels qui sont des ennemis naturels, hein, mais qui sont tous les deux des groupes culturels. C'est-à-dire leur rapport à la science de l'un comme de l'autre, c'est des revendications qui méritent en fait d'être analysées. C'est-à-dire, c'est c'est pas une pratique véritable de la science, même si parfois, notamment du côté des sceptiques, ça peut être une des revendications. On fait ça pour le bien de la science. Et on voit bien que les motivations des gens qui sont dans ces groupes, ben, en fait, c'est des motivations aussi. Alors là, c'est un cas particulier. Il faut aussi dire qu'une étude anthropologique, c'est pas quelque chose de généralisable au monde entier, à tous les groupes qui font cette activité. Mais c'est ça qui vient interroger. C'est des gens qui ont eux-mêmes été trompés plus jeunes ou qui ont même beaucoup cru, hein, et qui sont dans une sorte de revirement vis-à-vis de ces croyances. Et c'est très important pour eux-mêmes de prouver à d'autres personnes qui pourraient être dupées. Voilà, donc il y a cet enjeu personnel qui est aussi au cœur, qui est très affectif en fait, hein. Et d'ailleurs, il lie en fait cette déception, leur besoin pour eux d'avoir une sorte de solidarité, d'une communauté aussi qui les soutient derrière. D'ailleurs, une partie du financement qu'ils vont recevoir pour mener à bien leur opération le vient d'un appel à contribution à la communauté sceptique, etc. Donc, il y a des enjeux de groupes humains, de réseaux humains qui sont assez intéressants en fait anthropologiquement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anthropologie des groupes sceptiques en réalité publiée. C'est pas une population qu'on étudie au niveau de la sociologie ou de l'anthropologie. Oui, d'ailleurs, c'est clairement ce qui nous a intéressé dans cet article, hein, je crois qu'il faut le dire. C'est justement que c'est un article qui est une étude de la communauté, d'une communauté sceptique spécifique. Mais c'est vraiment, qu'on soit d'accord avec ce que dit l'auteur ou pas, c'est quand même fascinant d'avoir un article qui étudie les sceptiques. Euh, C'est un enjeu de réflexivité, hein, effectivement très important. C'est ce miroir qui est gênant, c'est-à-dire, mais bon, si on ne fait que étudier les guérisseurs, médiums, voyants et autres prétendus, je ne sais pas quoi, on a l'impression que voilà, c'est normal, c'est tout à fait le travail du scepticisme scientifique. Et quand ce même moyen d'étude nous est renvoyé en mode reflet, en fait, ça nous questionne, en fait. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que effectivement Bunky, c'est si bien que ça? Est-ce que, euh, est-ce que les pratiques qui ont été employées sont tout à fait justifiées, pertinentes, méritent d'être regardées comme plus scientifiques que celles du médium? Ouais, c'est effectivement des questions. Alors, juste pour réfléchir, c'est ça, c'est intéressant. oui, ça rejoint notre discussion de la dernière fois avec l'aspect militantisme, un peu une posture de combat. Et alors, oui, au niveau de méthodologie scientifique plus classique versus le coup de, comment dire, la guerre de la communication, comme tu appelais ça. Ouais, pour préciser, par exemple, ben, évidemment, pour étudier en parapsychologie ou dans une approche sceptique les médiums, bah, évidemment, un magicien peut être intéressant, enfin, est totalement pertinent, mais ça serait par exemple dans une étape où on construit une méthodologie expérimentale pour tester en laboratoire un médium. C'est pas du tout la même chose que ce qui est proposé là ou que ce que faisait James Randi. Il y a Hmm. un truc, enfin, moi j'adore vous écouter, mais du coup je me disais à un moment je vais essayer de m'insérer dans la discussion. Un aspect peut-être qui vaut la peine d'être précisé et qui, moi je trouvais rendait justement cette étude très pertinente pour notre journal et pour notre association, c'est que l'histoire du comité parrain
s'inscrit un peu aussi dans ce genre de démarche, en fait. Comité Parrain est une association très ancienne qui a été fondée à la fin des années 40 et en fait, dont les premières actions ont été un peu de ce genre. Alors, pas forcément pour l'aspect médiatique, encore que je ne sais pas exactement, parce que évidemment, 1949, 49, je me souviens pas bien. Mais techniquement, ce qui s'est passé, c'est que l'association, historiquement, s'est constituée pour, en fait, un peu dans un but de protection du citoyen. Euh, Parce que suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de personnes qui avaient perdu des proches et il y avait un certain nombre de personnes qui se prétendaient médiums et qui disaient pouvoir retrouver telle ou telle personne disparue, voilà, ce genre de choses. Et donc, historiquement, notre association, en fait, c'est un peu fondé autour justement de cet axe-là, avec justement dès le début des prestidigitateurs, et on en a eu plusieurs parmi des membres historiques et encore maintenant d'ailleurs, de gens qui sont des prestidigitateurs et qui ont au moins en partie employé ce genre de méthode. Donc du coup, voilà, ça c'était le premier truc aussi. Moi, le choix de cet article, je trouvais que ça résonnait bien aussi avec justement l'histoire de notre association et de se dire, bon, voilà, c'est intéressant de regarder un petit peu de façon critique, se poser des questions sur finalement notre origine. Après, du coup, je pense qu'une des premières questions qui m'est venue à la lecture de l'article et encore plus en vous écoutant, en fait, c'est finalement quels sont les objectifs des gens, des différents peut-être courants ou des différents groupes au sein de la mouvance sceptique. En effet, débunker des personnes qui prétendent avoir des capacités parapsychologiques, et surtout dans le cas où ils les utilisent pour non seulement faire de l'argent, mais aussi exploiter parfois la détresse de certaines personnes et faire quand même, faut le rappeler, parfois des dégâts très graves. Euh, donc du coup, il y a des gens qui vont se dire, peut-être que ça se justifie de s'engager sur cette espèce de combat d'occupation du terrain médiatique, et il y a d'autres personnes qui vont se dire, bon, ce qui devrait nous caractériser, si on prétend un petit peu représenter la méthode scientifique, c'est voilà, analyser ça scientifiquement, publier dans des articles, mais qui en réalité vont pas forcément toucher un grand nombre non plus, ou peut-être qu'il y a des solutions un peu intermédiaires, ou peut-être que ce sont deux axes, moi ça aurait plutôt tendance à être mon point de vue, qui peuvent un peu se compléter. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant. Je serais curieux d'avoir vos avis, en fait, à vous deux, sur comment est-ce que ces deux approches peuvent coexister, ou plutôt un peu se nourrir l'une de l'autre pour avoir une espèce de façon peut-être plus subtile de s'opposer à ces gens qui prétendent avoir des capacités médiumniques. Et qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Parce qu'il y a d'une part la lecture de l'article, mais finalement, alors maintenant on est en 2023, qu'est-ce voilà, Randy est mort depuis à peu près 3 ans, en fait, on a dépassé, enfin ouais, c'est ça. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que vous avez l'impression de voir dans la communauté francophone ou ailleurs des gens qui ont peut-être repris avec peut-être plus de sagesse ou de pertinence le flambeau? Voilà, plein de questions d'un coup. Répondez. Jean-Michel, je te laisse démarrer là. Oui, écoute, dans les deux axes, moi j'ai l'impression que le premier, donc le pôle à la James Randi versus le pôle faire véritablement de la recherche, bon, ça revient un peu sur notre discussion de la dernière fois sur que font réellement les associations sceptiques. Mais moi j'ai l'impression que de manière assez globale, l'axe recherche est globalement assez négligé, hein. D'où le fait qu'on a eu l'envie de créer cette revue, je pense, hein. Mais oui, donc maintenant, a priori, c'est vrai que pendant très longtemps, évidemment, j'étais extrêmement fan de James Randi et j'étais tout à fait
convaincu par l'approche militante, etc. Mais avec le temps, c'est vrai que je suis devenu plus ambivalent par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas du tout être militant? Enfin, moi, je pense en tout cas que je suis assez d'accord avec toi que les deux approches peuvent coexister. Et le problème principal que je vois souvent, c'est qu'elles coexistent pas parce que la seule approche qui existe, c'est l'approche militante et que je vois pas l'autre du tout. Maintenant, voilà, enfin, les auteurs, enfin, les sceptiques qui font réellement de la recherche, il y en a très peu finalement, hein. Donc, oui, je dirais, et ils n'intéressent pas tellement spécifiquement ce que fait ce que les petits groupes sceptiques, comme ceux décrits dans l'article, qui ne sont pas vraiment intéressés par ce qui se fait réellement en termes de recherche, même par des sceptiques, en gros. Donc moi, si je devais poursuivre sur ta réponse, merci Goulevin. Effectivement, le côté historique, la plupart des groupes sceptiques se donnent une fonction sociétale et qui est, à mon sens, enfin, le départ est réel, c'est-à-dire il y a un certain nombre de pratiques complètement dérégulées que la société occidentale n'arrive pas à gérer, hein, parce elle ne les analyse pas scientifiquement, elle est tout le temps dans le rejet, donc c'est un peu des restes et des résidus du manque d'appréhension globale de toutes ces questions du paranormal. Donc ça va être des voyants, des médiums, des guérisseurs, énergéticiens, tout ce qu'on veut. Et donc ces pratiques étant dérégulées, quand elles font des victimes ou des scandales, bon ben en fait il n'y a personne qui se pose vraiment en interlocuteur scientifique, sociologique de ces sujets. Bon, ben voilà, donc là, il y a un rôle à jouer, il y a une place à prendre tout à fait pour donner des conseils, aider les gens. Après, du coup, sur le choix des approches à mener, le comité para a pu être sur différents registres. Il y a eu des approches expérimentales avec certains de ces revendicateurs les plus eux-mêmes ancrés sur une approche empirique, comme Michel Gauquelin sur la néo-astrologie qu'il présentait, mais il y a effectivement aussi des attaques ciblées sur tel ou tel groupe, tel ou tel guérisseur. Au sein du comité para, mais c'est la même chose puisque le comité para a été une source d'inspiration pour le psychop américain. Au sein du comité para, il y avait des gens qui étaient à la fois scientifiques et illusionnistes, qui avaient cette maîtrise-là, et d'autres qui étaient simplement illusionnistes, magiciens, etc. Randi, lui, c'est particulier parce qu'il est même très critique des gens qui ont un PhD. Il va jamais faire les deux. Il va jamais promouvoir vraiment l'approche scientifique de laboratoire. Sa grande spécialité, c'est donc dire, moi, avec mon savoir de magicien, je suis capable de faire mieux qu'eux, de comprendre quels trucs ils ont employés, etc. L'autre souci avec Randi, c'est que donc d'une part, c'est très polarisé sur l'approche et qu'il n'était pas forcément toujours très rigoureux. C'est pour ça il y a des parapsychologues ou autres scientifiques qui ont décrié, qui ont critiqué ce qu'il a fait parce que, c'est aussi un menteur pathologique, honnête, si on veut, et qu'il y avait des trucs très louches dans sa vie, dans sa manière d'être. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, même si ça semble aller dans le sens du scepticisme scientifique, il faut pouvoir analyser de façon critique aussi les affirmations et revendications de Randi. S'il dit pouvoir reproduire ou avoir montré tel truc pour expliquer telle expérience ou tel phénomène, ben, il faut qu'on puisse vérifier que c'est effectivement le cas. Et là, enfin voilà, il y a une sorte d'avoir une sorte de double standard. C'est que Randi est devenu une sorte de figure intouchable, iconique, sur lesquels on n'avait plus le droit d'apporter un regard critique quand on se revendiquait soi-même du scepticisme. Je Oui, laisse bah, éventuellement Jean-Michel le temps de Mhm. réagir ou Benoît. oui, donc si on revient sur Randy, effectivement, c'est ce que j'avais raconté, je crois, dans l'épisode que j'avais fait. J'avais été en Allemagne à la grande rencontre des organisations sceptiques internationales européennes, là. Et James Randi était encore là il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que j'étais assez sidéré par le statut d'idole iconique, comme tu dis, qu'il avait. Les gens allaient tous prendre une photo avec lui. Enfin, il était vraiment. Il a eu droit à une standing ovation, etc. Enfin, moi, ça m'avait mis un peu mal à l'aise à l'époque. Je trouvais ça excessif. C'est toujours le problème des stars dans le mouvement sceptique aussi, de manière générale. Dans les choses que tu as mentionnées, moi, c'est vrai que de tout ce qui m'embête le plus, enfin, de tout ce qu'il y avait de problématique chez Randy, ce qui m'embête, c'est justement son discours anti-académique. Et j'ai toujours été très surpris que les sceptiques ne réagissent pas à ça, où il disait que
que voilà, en fait, un docteur qui croit dans le paranormal, c'est juste parce il est stupide, mais parce qu'il n'est pas compétent et que c'est les magiciens qui ont le dernier mot sur tout. En fait, un discours très anti-recherche scientifique, sur n'importe quel autre sujet, si un sceptique tenait le même discours en disant moi je vous dis, je ne suis pas un scientifique, mais je vais vous dire la vérité sur ce sujet-là, et si des scientifiques disent que c'est pas vrai, c'est eux qui sont stupides parce qu'ils sont pas compétents. Sur n'importe quel autre sujet, la communauté sceptique dirait mais qu'est-ce que tu racontes, quoi, c'est pas possible. Or avec Randi, ça sortait sans problème tout le temps, enfin, il le disait régulièrement, quoi. Ouais, Goulevent, tu voulais réagir? Non, non, c'est vrai, c'est assez marrant. Là, la première fois que j'ai vu une vidéo de Randy, donc on parle, parce que je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui met Randy avec un point d'interrogation, donc on parle de James Randi, qui est vraiment une très grande figure hein, de, du scepticisme mondial, donc il était nord-américain. Est-ce qu'il n'était pas de nationalité canadienne d'ailleurs? Je ne sais plus. Mais enfin bon, il a beaucoup, il s'est fait connaître notamment à la télévision aux États-Unis dès les années 70, je crois. Hein. Quelqu'un qui était donc un prestidigitateur et qui s'est fait connaître justement en utilisant son savoir, ses compétences de prestidigitateur pour exposer des gens qui utilisaient en fait finalement les mêmes techniques pour prétendre avoir euh, tel ou tel pouvoir. Bon, alors, il a fait plein d'autres trucs. Il a vécu, je sais plus, 93 ans, quelque chose comme ça. Donc en plus, une très longue histoire. Du coup, je suis un tout petit peu perdu dans ce que En tout cas, Randy je était voulais dire. effectivement, il était né à Toronto, donc il était canadien, tant qu'on y est, soyons précis. Et Comme ça, puis voilà. aussi, oui, il était même célèbre avant de se lancer, en imitant Houdini, hein, Harry Houdini qui avait fait une carrière similaire. Il était célèbre principalement pour s'échapper de choses, quoi. Donc, Oui, les grands trucs, on t'enferme dans un coffre-fort et tu dois réussir à sortir. Donc, c'était escapiste. Ouais, oui, enfin, c'est ça. je sais pas comment traduire en français, mais c'est ça, c'était ça sa spécialité. D'ailleurs, même au congrès où je suis allé, il a même fait, on l'a attaché sur une chaise, et à 90 ans, il s'est encore enfui de la chaise. C'était assez, voilà, quoi. Ça restait, enfin, un des trucs qu'il aimait visiblement bien faire, hein. Mais par contre, oui, du coup, je me souviens, en fait, c'est assez amusant parce que la première fois que j'ai découvert ce personnage, bon, alors c'était il y a super longtemps, et justement, j'avais été un peu interpellé. D'un côté, je sais plus exactement de quoi il s'agissait, mais j'étais plutôt convaincu par sa démonstration. Mais d'un autre côté, j'avais vu il avait au moins 3 ou 4 fois, il s'était moqué des gens qui avaient des doctorats. Il y avait plusieurs attaques comme ça qui m'avaient semblé gratuites envers les universitaires. Et du coup, j'étais un peu perplexe. Je me disais, c'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, c'est vrai il avait, même si voilà, c'est quelqu'un qui a énormément, qui a, je pense, quand même énormément contribué au mouvement sceptique et qui a aussi contribué à sa structuration en Amérique du Nord, je pense. C'est vrai qu'il y avait des choses un peu surprenante dans son discours, une position par rapport à la science, la méthode scientifique, les institutions académiques, qui étaient quand même parfois critiques sans forcément être des critiques super justifiées ou super élaborées, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui me mettait parfois un petit peu mal à l'aise. Euh, Maintenant, bon, il a laissé une empreinte assez importante. Ouais, on verra, je pense, encore dans les années qui viennent, quel va être réellement son héritage. Est-ce que les gens une question qu'on peut se poser, c'est en fait, est-ce que les gens qui ont découvert le scepticisme avec des gens comme Randy ou ce genre d'approche et de debunking, euh, qu'est-ce que, quel type de fruits ça porte sur le long terme? C'est un peu la question que je me posais. Après, pour peut-être mon sentiment personnel, c'est que aussi, j'ai l'impression que maintenant, quand même, il y a des gens qui ont des approches quand même un peu, entre guillemets, peut-être plus douces ou un petit peu plus subtiles pour faire
du débunkage ou enfin, je suis pas de toute façon fan du terme, mais peut-être qu'avec avec le temps, certains des excès qu'il y a pu avoir dans certaines des émissions de télé de Randy, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui ont un petit peu appris de ça et qui ont des approches un petit peu plus douces ou peut-être plus pédagogiques aussi, parce que ça pose aussi. Je suis désolé, je vais dans tous les sens, quoi. En fait, d'habitude, je parle moins, mais peut-être que c'est mieux, Ça, je c'est sais bien. pas. Mais donc, je crois que, en fait, quand au début, on parlait de cette approche forte débunkage et l'approche peut-être plus recherche académique, j'ai quand même l'impression qu'il y a énormément de place entre les deux. Et cette place, à mon sens, peut être remplie par des approches qui sont beaucoup plus pédagogiques. Parce que finalement, la recherche va toujours parler malheureusement, j'ai envie de dire, à une communauté relativement restreinte. Alors, il faut la populariser, je pense, mais je pense qu'il y a moyen de faire des actions plus mainstream, j'ai envie de dire, et d'être plus actif sur différents médias, notamment par exemple des plateformes comme YouTube, euh, en combinant en fait d'une certaine façon le debunk, mais également une forme de pédagogie pour que les gens ne voient pas juste l'action comme voilà, on a une opposition, on doit montrer que cette personne a tort euh, quoi qu'il arrive, mais plutôt voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ça? En quoi le comportement de cette personne est un problème pour la société, etc. Et quelles sont les méthodes qu'il utilise, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour démontrer des supercheries. Et voilà, j'ai l'impression que c'est cette partie-là, en fait, qu'il faut remplir. Bon, peut-être c'est nature optimiste, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'inscrivent un peu dans cette démarche, peut-être un debug plus pédagogique et un peu mieux justifier leur approche et un petit peu combiner la dissémination, enfin d'une part s'attaquer donc à des personnes qui utilisent des subterfuges en fait pour prétendre avoir des capacités parapsychologiques et abuser de gens, mais également un volet un peu plus pédagogique et conscientiser les gens pour que on rentre plus dans vraiment l'éducation des gens. J'ai l'impression que ça aurait pu être résumé de façon beaucoup plus courte, mais bon, je ne sais pas si vous me trouvez trop optimiste ou trop naïf, mais j'ai quand même ce ressenti-là qui me rend plutôt positif. Mais dans l'article même, il dit, un truc que l'anthropologue pointe, c'est que, par exemple, il n'expose pas directement le médium sur scène, et puis quand il demande pourquoi ils le font pas, ils disent, bah, de toute façon, les croyants, ça les fera pas changer d'avis. Donc, et c'est un peu un constat assez évident qu'une approche très agressive comme ça, confrontationnelle, ne va pas faire changer beaucoup d'opinions. Donc, mais ça, c'est des réflexions, par contre, je pense, qui ont eu lieu quand même dans la communauté sceptique, avec Phil Plait, enfin, donc Don't Be a Dick, ne soyez pas un enculé, c'était il y a une dizaine d'années déjà, et puis sur comment faire, voilà, il y a des approches plus douces, hein, qu'en fait, si on voulait vraiment convaincre, il fallait pas être agressif comme ça. Mais bon, ça, c'est sûr que James Randi représente le scepticisme à l'ancienne, hein. Lui, c'était vraiment rentre dedans, quoi, ça c'est clair. Oui, après, cette question que tu poses, c'est est-ce que c'est un outil comme les autres, peut-être pas, enfin, il sert dans certains cas, il a une fonction très interpellante, etc. Bon, dans d'autres milieux, il pourrait être mal vu, mais il joue quand même son rôle, il peut être appétitif pour certains. Donc, est-ce qu'on doit le considérer encore parmi les outils de la boîte à outils du scepticisme scientifique? Ou le combattre aussi, en fait, en disant que non seulement ça dessert, le but visé, mais aussi, en fait, c'est pas du tout vers là qu'on veut aller. Enfin, cette voie du debunking, c'est bon, je sais pas. Voilà, pour moi, c'est la question est encore très, très ouverte. Dans l'article, il met, par exemple, que l'objectif, ce serait de convaincre les ignorants de la vérité. Donc pas ceux qui sont déjà convaincus, mais ceux qui, savent pas, qui doutent éventuellement et on pourrait leur apporter la lumière, par ces pratiques-là, les désillusionner, des tromperies qu'ils ont pu, subir par ailleurs.
je sais pas, effectivement, c'est une visée comme ça, très activiste, en fait. Mais est-ce que ça marche véritablement? Dans l'article même, il dit, Uri Geller, a remercié James Randi pour toute la publicité qui lui a été faite, au cours des attaques, qui fait qu'il est riche et célèbre, encore aujourd'hui, toujours vivant, lui. Et puis il y a des on pourrait se dire là, si on pense scientifiquement, là, le debunking d'un médium américain de la côte est, bon, qui est baptisé Kim Cocaïne, pour se moquer un peu de lui, est-ce que c'est vraiment du même poids qu'une analyse critique, je sais pas, des travaux de Julie Beischel qui fait, une étude de la médiumnité en quintuple aveugle, publiée dans des revues à comité de lecture? Je ne sais pas où est-ce que les efforts doivent être concentrés, quoi. Oui, puis de toute façon, je pense que, en fait, c'est un peu, par exemple, chez nous, bon, le Z a fort poussé à une approche non confrontationnelle de ces questions. Et je pense que le comité para est exactement dans la même lignée, mais au niveau d'une organisation, on peut dire, ben oui, on peut, comment dire, pousser une certaine attitude. Mais après, dans la défraction de la communauté francophone, bah, il y aura toujours des individus chez qui un style plus agressif viendra, et je veux dire, tu pourras toujours leur dire ne fais pas ça, c'est pas sympa. Ils diront j'en ai rien à foutre. Donc il y aura toujours des gens pour adopter et c'est vrai qu'il y aura toujours une certaine population à qui ce style plaira. Donc il y a- pour moi c'est un peu un débat enfin voilà, super comment dire, théorique, Et parce qu'en je me pratique pose il y la aura question aussi personnellement. ouais. Ouais, En pratique, il y aura parce que toujours au moins un mec qui sera comme ça dans la communauté, dans une communauté sceptique donnée. Enfin, je veux dire, pas un groupe, pas une association, mais je veux dire, par exemple, mmh. les sceptiques francophones, et qui attirera autour de lui, qui sera une star, parce qu'il en... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, quoi, en fait. Je me suis posé la question parce que, à un moment, on parlait des expériences avec Nicolas Fraisse qui sortait de son corps et avait aussi les capacités de faire une sorte de voyance, ou des choses comme ça avec des voix, enfin, ou une médiumnité, bon bref. Et j'avais vu des critiques de cette expérience. J'avais surtout des gens qui étaient complètement fascinés par ça et des critiques, assez bourrin, du genre, «C'est que de la connerie, c'est des charlatans», et cetera. Sans analyse et je me suis dit: «Ben, je m'attaque à ça». Alors c'est sûr que forcément c'est quelqu'un qui est starifié, c'est une expérience qui est médiatisée. Du coup, le fait de s'y attaquer, ben, on est soi-même, on est mis en avant, quoi, hein. C'est pas neutre en termes d'image et il y a des gens qui d'ailleurs, puisque j'en ai fait une vidéo, on dit: «Ben, voilà, tu fais ta vidéo et juste pour te mousser, en fait», à ce niveau-là. Mais j'avais l'impress j'ai construit ma critique en disant: «Bah, moi, ce qui m'intéressait, c'est le protocole. Comment a-t-il été conduit par rapport à des canons scientifiques?» Et je dis: je connais pas, Nicolas Fraisse, l'expérimentateur, je connais pas personnellement et à aucun moment je dis: «Ils ont triché, forcément ils ont triché» et cetera. Je dis juste: «Bah, regardez, il y a telle faille dans le protocole. C'est impossible de conclure comme vous l'avez fait avec ces limites-là». Si on mettait quelqu'un qui était magicien, qui pourrait truquer, sans être pris, forcément dans le même protocole avec les mêmes faiblesses, et ben, il arriverait à obtenir les mêmes résultats en trichant. Parce que c'était pas sorcier, quoi, pour le coup. Mais, voilà, pour moi, c'était une approche de debunking, mais où on avait quand même cette éthique, de pas attaquer des personnes, en fait, derrière. De pas chercher à nuire à une réputation, mais de toujours se comporter dans une analyse scientifique. Tiens, si on peut orienter la conversation sur la méthodologie employée par l'anthropologue. Bon, c'est vrai qu'il semble parler en mettant ce qui peut un peu, comment dire, surprendre ou choquer les sceptiques, mais il met finalement les deux camps en opposition, enfin, sur le même niveau, je veux dire. Il ne présume pas que les sceptiques ont raison et que le médium a tort, il ne fait que décrire extérieurement. Et donc, on pourrait y voir une forme de relativisme, puisqu'on disait, dans le fond, bah, scientifiquement, si on sait que les sceptiques ont raison, ben, ils ne devraient pas être comme ça, ils ne devraient pas être neutres, ils devraient clairement prendre leur parti, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc ça, c'est juste pour poser le problème. Mais moi, ça ne m'a pas perturbé dans le sens où c'est très typique de la sociologie et de l'anthropologie comme approche. Bon, après, c'est vrai que ça peut toujours agacer, mais en gros, ils sont supposés comment dire, à aborder leur terrain, justement, sans poser épistémiquement qu'un groupe sociologique a la raison par rapport à l'autre d'un point de vue scientifique.
Donc c'est pratiquement plus une posture, enfin, c'est pas plus, c'est une posture méthodologique qu'il adopte. C'est comme ça, quoi. Moi, je vois pas vraiment du relativisme, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, ça peut sembler être du relativisme, mais c'est pas du relativisme, c'est une approche symétrique. C'est le programme FOR qui a été développé dans les années 70, notamment sur la sociologie américaine, et c'est effectivement académiquement celui qui est le plus justifié. Parce qu'en fait, quand on y pense, l'asymétrie, c'est un risque en fait que, ben, je parle de telle perspective et j'applique telle perspective. Par exemple, je sais qu'un tel, a forcément plus raison que les autres, je sais que les blancs sont supérieurs aux noirs, et je parle toujours avec une position qui va biaiser, les interprétations, et qui est aussi une position moins scientifique et descriptive que jugeante, critique en réalité. Et par exemple, je discutais il y a quelques jours avec Daniel Bock, qui est un sociologue qui a beaucoup fait sur l'étude des croyances en paranormal, et qui m'a dit: «Ça te fait reprocher par des organisations sceptiques francophones», je ne vais pas les nommer, ça sert à rien, de pas être assez critique. C'est-à-dire quand il analyse les croyances au paranormal ou les voyants, et cetera, il faudrait qu'ils disent: «De toute façon, c'est de la connerie». Et s'il ne le rajoute pas, s'il est juste là pour enquêter sur ce qui se passe sur le terrain, ben, en fait, il y a des enfin, il y a des activistes rationalistes, qui vont contre lui, quoi. Ouais, alors bon, évidemment, le programme fort, en sociologie des sciences, c'est pas le paradigme scientifique qui plaît le plus à la communauté sceptique de manière générale, disons, non plus. C'est vrai que c'est une approche, justement, qui, en général, est mal perçue. Même moi, j'ai eu mes problèmes par rapport à ça, mais parce que c'est, par exemple, c'est ce qui est utilisé par Pierre Lagrange, hein, où il met en opposition enfin, sur le même pied les ufologues et les sceptiques, même si, globalement, dans sa thèse de doctorat, sa conclusion, c'est pratiquement que les sceptiques sont plus pseudo-scientifiques que les ufologues. C'est vrai que ça m'a toujours un peu perturbé, mais maintenant, voilà, c'est une méthodologie, il faut le savoir. Je vais dire, ce qui me titille toujours chez Lagrange, c'est que dans le fond, j'ai envie de dire, je sais bien que c'est un tenant, et c'est pour ça que. Mais bon, voilà, dans un travail sociologique, il est obligé de faire semblant qu'il est neutre. Bah, après, c'est ça, une neutralité, ça pose la question de est-ce qu'on peut vraiment être neutre? Est-ce que nos convictions réelles, mais bon, ça, c'est des problèmes avec lesquels les sociologues se débattent, les anthropologues se débattent tout le temps, hein, ça c'est sûr, et c'est pas, voilà quoi. Mais souvent pour le programme fort, ça vient de Bruno Latour, hein, dont la plupart des sceptiques sont pas fans non plus généralement. Euh, je veux dire, ça me semblait toujours avoir beaucoup de sens dans une approche plutôt d'histoire des sciences, où on dit, je vais étudier l'histoire des sciences, par exemple, une controverse qui a lieu au XVIIe siècle, mais quand je l'étudie, en fait, je sais qui a gagné la controverse, historiquement, mais je vais l'étudier en me posant comme si je ne savais pas qui avait gagné, quoi. Et ça a totalement du sens pour moi, là, en termes d'histoire des sciences et épistémologie des sciences. Et je trouve ça fascinant, évidemment, de ne pas se comporter en faisant une histoire des gagnants, quoi. Mais alors, évidemment, pour les controverses contemporaines, actuelles, c'est d'office beaucoup plus chaud et problématique, hein. Mais après, pour moi, comme l'ufologie ou la médiumnité ou ce qu'on veut, mais n'importe quelle controverse, quoi. On pourrait faire, je sais pas, une sociologie des gens qui sont pour le Covid versus les anti-vax en étant neutre dans le débat et en agissant, voilà, quand il y en a. Et ça peut nous hérisser le poil, mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus difficile de le faire, surtout que la personne qui prétend être neutre, forcément, en réalité, c'est impossible qu'elle ait pas une position dans le débat, pour de vrai. Tandis que pour des débats historiques, ça m'a toujours semblé. Enfin voilà, c'est Mais moi, mes là, j'ai licences de réflexion rencontré sur Eder Blateau. ouais, Ouais. j'ai rencontré Eder Vos, et je suis incapable de dire, quelle est sa position. Enfin, je ne sais pas si c'est lisible à travers l'article. Ce qu'il dit sur James Randi, je le savais depuis très longtemps, puisque c'est, documenté, sur la question de pédophilie, les trucs, assez horribles qu'il a pu faire. Ben, voilà, tout ça est assez documenté. Il faut juste reconnaître, et puis, en fait, la même méthodologie qu'il applique, alors je pense pas que ce soit Latour, hein, qui a amené, il a appliqué pour le coup plutôt, la sociologie, le programme fort là, mais c'est plutôt, Bloor, Baines, et cetera. Il va l'utiliser maintenant, Ehlers-Vos, il bosse plus sur la médiumnité, mais sur la politique autour du Covid
il vient de publier encore un article à ce sujet-là, donc il va moins intéresser les lecteurs de notre revue, mais il applique la même chose. Il regarde les discours des uns, des autres, comment ça s'organise, comment ils se répondent, la guerre de communication, la guerre culturelle, la place des éléments scientifiques qui sont convoqués d'un côté comme de l'autre. Et en fait, il n'est pas obligé de changer de méthode s'il change d'objet. Et c'est ça, en fait, le problème, ce serait de dire, parce que c'est du paranormal, du pseudo-scientifique, du faux, etc., on doit appliquer une autre forme de sociologie, une sociologie qui dénonce et qui plombe le truc, alors que bon, bah, ça va plutôt nous entretenir dans nos croyances propres à une certaine institution, à un certain contexte historique où on parle de quelque chose d'autre. Et en fait, on n'est pas à la rencontre du véritable terrain. Voilà, je pense. Ouais, moi je voulais Par juste exemple, évoquer. quelqu'un Ouais. qui ferait, attends, juste pour donner un exemple qu'on comprenne, quelqu'un qui ferait une approche asymétrique n'aurait pas mis qu'un des partisans activistes sceptiques du truc était un nouillet de jeu qui a sa propre quête personnelle dans cette histoire. Parce que cet élément-là, il vient donner de l'ambivalence, de l'ambiguïté à sa démarche. Alors que là, dans une approche symétrique, on voit bien que c'est des formes de motivation d'un côté comme de l'autre qui sont tout à fait cohérentes. Ouais, non, mais de toute façon, voilà, je suis assez convaincu qu'une approche symétrique peut être pertinente dans ces cas. Et je dois dire que ici, dans le cas de l'article, ça m'a, comme tu dis, je ne saurais pas dire ce qu'il pense. Enfin, j'ai trouvé qu'ici, il le faisait bien. Après, voilà, on peut le faire. Il y a des chercheurs qui le font mieux que d'autres, etc. Maintenant, je voulais juste connecter à ça parce que c'est aussi intéressant dans la mesure où c'est connecté à, aux relations que la communauté sceptique entretient avec les sociologues, et les anthropologues, mais c'est bon, les anthropologues, c'est plutôt les sociologues qui a généré beaucoup de débats ces dernières années. Et c'est vrai que ça faisait partie des choses où, il y a 10-15 ans, si on a le programme fort de la sociologie des sciences, c'est vrai que c'était extrêmement. Enfin voilà, dire qu'il n'y a jamais eu de tension avec la sociologie chez les sceptiques, ça ne correspond pas non plus à tension dans le sens où les sceptiques disaient du mal de la sociologie, quoi. Je pense que c'est pas vrai non plus, c'est un peu réécrire l'histoire à ce moment-là. Alors évidemment, certains sceptiques vont dire oui, mais on critique pas la sociologie, on critique juste certains courants de la sociologie qu'on n'aime particulièrement pas. Mais enfin voilà, je pense que c'est assez complexe et il faudra un sociologue pour nous en parler dans la discussion, mais c'était juste voilà, de mentionner ces éléments-là et de voir comment ils s'insèrent maintenant dans certains débats actuels dans la communauté. Donc, je pense en effet que c'était juste de le mentionner parce qu'en plus, on a en effet eu un commentaire, justement, quelqu'un qui a lu l'article et qui, en effet, était perturbé par l'impression de justement de mettre les deux sur le même niveau, dos à dos. Et je crois que la réflexion derrière, euh, moi, à titre personnel, ça m'a pas tant que ça dérangé, mais c'est vrai qu'à un moment, je m'étais posé la question, mais justement, ça revient, je pense, à est-ce qu'on se place dans aussi un peu cette approche un petit peu, bah, justement, un peu militante, où on se dit, bon, bah, quand même, à l'arrivée, je crois que, non, je vais formuler ça autrement, désolé. Je pense que ce qui peut être perturbant quand on regarde cette approche qui est symétrique, en fait, pour regarder cet objet et c'est d'un petit peu, voilà, avoir une approche critique sur la communauté, enfin sur ce type d'action de la communauté, c'est des gens qui vont se dire, OK, mais peut-être que les dangers pour la société sont pas symétriques. C'est-à-dire que certaines personnes qui, justement, mais comme Kim Cocaine ou d'autres comme Popov, Geller ou des gens comme ça, représentent un danger plus grand pour la société que ce que Randi a pu représenter. Et donc, du coup, s'il y a une asymétrie dans les dangers, lire l'article et se dire on a l'impression qu'on met les deux dos à dos et qu'on traite les choses de façon symétrique, je pense que c'est ça qui va pouvoir un peu, qui peut sembler choquant à certaines personnes. Mais après, je pense que vous l'avez bien justifié. Je pense que ça valait la peine d'être discuté. Je crois que la réponse initiale, c'est de se dire, bah oui, en fait, il y a quand même un qui me semble plus dangereux que l'autre. Mais après, l'idée, c'est OK, si on veut regarder ça avec un peu de distance, se poser
et un petit peu faire une critique ou au moins une réflexion sur l'histoire de notre mouvement et même où on en est encore aujourd'hui, justement, cette vue est utile, quoi. Mais je crois que c'est intéressant d'avoir cette discussion et je crois que voilà, la réaction épidermique qu'elle peut susciter euh, chez, euh, chez des gens comme moi, en l'occurrence. Hein. Moi, je suis biologiste marin de formation, et maintenant je suis géochimiste, donc ma formation en anthropologie ou en sociologie, enfin, ouais, c'est même pas une formation, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que je pourrais avoir aussi cette réaction de me dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment juste de traiter les deux de la même façon? Mais après, je crois que c'est voilà, une façon de pouvoir regarder et traiter l'objet et se poser des questions. Et à nouveau, je pense que si on revient sur un peu l'objet de notre revue, c'est quand même les quelques choix de traduction qu'on a fait un petit peu pour lancer la machine. L'idée, c'était de se dire, voilà, si on fait une revue sur la pensée critique, le scepticisme scientifique, peut-être que ça a une bonne idée de commencer par se poser des questions sur nous-mêmes, quoi. En tout cas, moi, c'est en ça que je pense que c'était des choix pertinents de traduction et que c'était intéressant, bon, sachant qu'évidemment, le but, c'est pas de faire non plus que ça. Hein. Notre revue, à nouveau, l'objet final, c'est de recevoir des soumissions C'est ça, c'est des les plus diverses propositions. possibles. Hein. C'est Donc des voilà. propositions qui vont être faites. Il y a une autre traduction qui va être publiée prochainement, où c'est un cas de debunking par un membre du SAECOP, où il a contre-enquêté sur une sorte de mythologie américaine et dont il va avoir des résultats très, très critiques et négatifs. Mais c'est tout à fait possible. C'est vrai que moi, je ne vais pas me changer. Hein. Je viens des SHS, de la psycho en l'occurrence, mais je suis très ouvert à plein d'autres cours des SHS. Et je trouve que ça enrichit complètement l'approche sceptique, ça la nourrit à plusieurs égards. Et je n'avais pas retrouvé en français des éléments de ce côté-là. Du coup, j'ai fait des propositions qui ont été évaluées par le comité de traduction d'auteurs qui ne sont pas connus. Je veux dire, j'ai amené des auteurs allemands, personne n'avait été lire leurs textes. Et après, c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est derrière, c'est on a tous le même but, mais quels les moyens pour y parvenir? Comment on évalue ce danger-là? On a un danger d'un guérisseur célèbre qui arnaque des gens là aux États-Unis, je ne sais même pas son nom, bon voilà. Mais à court terme, on peut nuire à sa réputation, mais à long terme, est-ce qu'on a vraiment été efficace dans la lutte contre la propagation de ce type de personnage? On pourrait penser qu'en fait, en faisant du debunking, en disant c'est n'importe quoi, et en montrant qu'avec cette méthode-là, on peut montrer que c'est n'importe quoi et qu'il n'y a pas besoin de faire davantage, par exemple, de déplacer cette question dans le laboratoire, en fait, on n'incite pas à l'approche scientifique expérimentale classique. On dit on peut sous-traiter de cette manière-là, via des magiciens, via des activistes, la question scientifique centrale de est-ce que la médiumnité ça marche, comment ça marche, quelles sont les limites, etc. J'aurais envie de dire qu'il y a une sorte d'illusion, peut-être d'efficacité, c'est ce qu'a montré l'article, qu'ils ont un résultat à somme nulle parce que le médium a utilisé leur tentative de debunking à son propre compte, ça lui a fait aussi de la publicité, et au final, c'est à court terme, ça a une efficacité très limitée, à long terme, ça a probablement pas d'efficacité du tout, pas d'intérêt du tout, vis-à-vis du danger que ça représente. Et du coup, il y a un autre danger, ce serait le danger de croire que le debunking local de ce type-là, ces opérations de ce type, ont vraiment un impact scientifique et de croire que c'est suffisant de concentrer ses efforts sur ce genre d'action. Voilà. Ça pose quand même une grande question, en fait, aussi. Là, je m'exprime de façon très naïve, mais oui, quel est l'impact à long terme, en fait? Je ne sais pas si je sais même pas trop comment ça pourrait être quantifiable, mais voilà. Après, il y a quand même des exemples. Enfin, en lisant l'article, je repensais à un truc aussi. Moi, j'ai toujours été fan de plein de podcasts, certains, mais vraiment écoutés par 25 personnes, quoi. Euh, de, de, de sceptiques et puis aussi parfois de tenants pour voir un peu quelles ont été leurs évolutions, si certains ont changé de point de vue. Et donc, en l'occurrence, il y a un groupe canadien, justement, je ne sais pas s'ils sont encore actifs, mais à un moment,
Ça s'appelait un truc du genre Strange Frequencies Radio, un truc comme ça, à voir. Je sais pas si c'est facilement retrouvable, mais c'est deux potes qui, à l'origine, étaient, je crois, chasseurs de fantômes, qui auraient voulu se lancer là-dedans. Ils avaient vu certaines émissions. Et petit à petit, en fait, ils ont essayé d'être de plus en plus scientifiques et ils se sont finalement, ils ont mis en doute leurs croyances, leurs méthodes, et en fait, ils ont une évolution vraiment de chasseurs de fantômes très amateurs dans les méthodes employées à finalement un groupe sceptique, enfin un duo sceptique qui a eu qui a fait plus d'une centaine, je crois, d'épisodes de leur podcast. C'était assez intéressant. Et en fait, parmi les gens qui les ont quand même influencés et durablement, hein, sur le long terme, il y avait notamment James Randi. Et je ne sais pas si l'interview est disponible encore sur Internet quelque part, parce que je crois que leur site avait craché. Et voilà. À un moment, ils partageaient leurs épisodes sur une Dropbox où il fallait les contacter individuellement pour avoir accès. Mais euh, c'était assez marrant. C'était une interview avec James Randi où eux, ils avaient évolué dans leur point de vue, mais ils croyaient encore à certains trucs. Et en fait, c'était en discutant avec lui que ça avait continué à les pousser dans devenir de plus en plus sceptiques. J'ai pas écouté ça depuis des années, donc je dis ça un peu de mémoire. Bon courage pour retrouver le truc, mais c'était vraiment assez intéressant. Et c'était, voilà, James Randi avait déjà 85 ans au moins, donc c'était aussi un peu adouci, je pense, avec l'âge. Mais donc c'était assez marrant. Et bon, ça prouve quand même qu'il y a des gens qui ont été accompagnés je pense, une bonne direction de vraiment un scepticisme, enfin une remise en question non seulement de leurs croyances, mais aussi de leurs méthodes et de leur façon de reconstruire euh, des nouvelles croyances, j'allais dire. Enfin, une question vraiment de se remettre en... Ah, bah, je vois que quelqu'un, en fait. Mais Jérémy connaît, et apparemment, il y a accès. Il a trouvé le lien vers les épisodes dont je parle dans le chat. Donc, quoi. Mais donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et bon, voilà, moi qui suis un éternel optimiste, j'avais cet exemple-là où je m'étais dit, voilà, qu'il y a un Randy un petit peu adouci par l'âge qui a accompagné, j'ai trouvé de façon très constructive et pédagogue à l'époque des gens vers une évolution vers voilà, des sceptiques plus modérés. Bon. Enfin voilà, c'est une anecdote, hein. Désolé, Je crois que de toute façon, tu peux pas minimiser l'impact que Randy a eu, hein, c'est certainement pas ce qu'on a dit, hein. Randy a un impact énorme sur la communauté, totalement indéniable, hein, ça c'est sûr. Pendant très longtemps aussi, parce qu'il a vécu jusqu'à un âge vénérable où il était quasiment enfin, oui, j'étais en japonais, c'est les sages sur la montagne, là, comme Tortue Géniale, si vous voulez. C'est pour ça qu'il a cette statue iconique, c'était aussi lié à son physique, hein, je pense, mais à un moment donné, assez étonnamment. Mais, très bien, je crois qu'on a fait le tour, honnêtement. À moins qu'il y ait une dernière remarque, mais sinon, je pense qu'on est bon, hein. Ok, je crois Il y a que... des remarques sur le programme peut-être, les publications à venir? Oui, on a des choses à vous annoncer. Bah ouais, vas-y, Goulvan, lance-toi alors. Ah oui, pardon. Bon, ok. Donc, comme l'a dit Jean-Michel, voilà, déjà aujourd'hui, on a publié un nouvel article sur la bête du Gévaudan. Donc, premier article de cryptozoologie, donc pour montrer justement qu'on touche à des choses variées. Donc, merci beaucoup de nous avoir soumis ce manuscrit. Et on le redira tout le temps, n'hésitez pas à continuer à nous soumettre des manuscrits parce que c'est ça, en fait, l'objectif premier de notre revue. Et dans quelques jours, vraisemblablement le week-end prochain, on va avoir un autre manuscrit original qui a été proposé par Renaud, un truc comme ça, Tiens Renaud à signaler Évrard. Voilà, j'ai donc aussi eu le premier article refusé par la revue. Enfin, même d'être dans le comité de rédaction, ça ne voilà. suffit pas. Il y a vraiment du peer review et
mais vous pouvez y croire, Ouais. hein. J'en ai Bon, fait. c'est bien de l'avoir dit. C'est bien de l'avoir dit. Je ne savais pas si on pouvait se permettre de le dire, mais ouais, donc oui, c'est un vrai peer review. Donc en fait, voilà. Oh non, mais j'en ai tout le temps des articles Il y publiés. a des. Ça finit par Oui. passer ailleurs. Enfin, quand on voit le nombre que tu Et là, publies aussi, forcément, il y en a qui restent sur le carreau, je suppose. Mais donc voilà, oui, bon, c'est un vrai processus de peer review. Donc voilà, soumettez-nous les manuscrits. Bon, ils seront évalués, évidemment. Après, vous aurez un retour. Mais donc voilà, le week-end prochain, nous aurons également donc un nouveau manuscrit original de Renaud. Et comme voilà, on va vous gâter pour la fin de l'année. On va également vous proposer, avant la fin de l'année, une nouvelle traduction de Ben Radford. Et donc voilà, ça vous fera un petit programme pour d'ici Noël, pour voilà, garder la revue active. Et voilà, et donc à nouveau, hein, je me répète, mais n'hésitez pas à nous envoyer des manuscrits pour qu'on puisse voilà, continuer cette bonne dynamique. Et puis aussi faire voilà, de ce journal quelque chose de vraiment collectif, quoi. Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, qu'on puisse échanger, avoir des avis, enfin voilà, échanger de façon constructive, scientifique. Voilà. Et puis aussi après, normalement, ça sera la fin de notre volume 1 et on devrait avoir le comité devrait essayer de faire une publication papier. Donc, s'il y a jamais il y a des gens intéressés, ce sera possible de se procurer une version papier avec tout ce contenu là-dedans. Ce sera notre volume, le volume 1 de notre publication version papier. Très bien, écoutez, encore merci. Merci Goulvan d'être venu. Merci à merci à toi. vous. Et ouais, j'allais dire merci Renaud, mais oui, très bien. Et on se voit la prochaine fois pour discuter d'un autre article. J'espère que ça a passionné tout le monde autant que nous. Et je regarde, oui, voilà. Je vois qu'il y a des... Ouais, il y a des... Je regarde les derniers commentaires, mais voilà, il n'y a pas de dernière question de dernière minute, donc c'est bon. Et c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. À la prochaine. Sceptiquement vôtre.